Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Sylvie Matelli. Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS. Un nouveau numéro de Périscope dans la joie, la bonne humeur et le sens pratique des choses. Pourquoi ? Parce que à 16h30, je recevrai Xavier Ommerin. C'est un industriel auvergnat, ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire, un petit peu plus de 1500 salariés. Je donne la parole régulièrement à ceux qui font vivre l'économie, à ceux qui font vivre les terroirs. Vous connaissez sans doute la Fourme d'Ambert. C'est une petite vallée auvergnate. Et bien à Ambert, il y a aussi cette très grande entreprise, cette très belle entreprise qui fabrique les câbles de l'extrême. Des câbles qu'on utilise dans les TGV, dans le secteur spatial, dans le secteur nucléaire. Il va nous parler de son aventure personnelle, de son entreprise, de ses projets, et puis aussi de tout ce qui fait l'actualité économique que nous allons commenter ensemble. Bonjour Xavier Ommerin, merci d'être là, je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce que je connais votre entreprise, vous avez eu la gentillesse de m'y accueillir. Vous êtes un champion du monde extrêmement discret parce que j'ai dû faire un peu de route pour vous trouver. Vous êtes une voix de terrain, on a besoin d'entendre les entrepreneurs aujourd'hui, particulièrement dans la période de crise. Le groupe Ommerin, ce sont les câbles de l'extrême. Alors on est à Ambert, c'est dans une petite vallée, Livradois-Forez, pour ceux qui aiment la géographie. C'est toujours en Auvergne, 6600 habitants. À Ambert, vous êtes une entreprise, vous représentez une part importante de la ville, 1700 salariés, et vous êtes né au début du XXe siècle de l'industrie de la tresse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un petit cours d'eau, c'est ce que j'ai retenu, et vous êtes devenu le champion mondial des câbles de l'extrême. Vous allez nous raconter votre formidable aventure d'entrepreneur. Mais d'abord, deux mots, puisque c'est l'actualité, on en parlait. Il y a deux sujets dans l'actualité des entreprises. Les impôts de production. Vous avez écouté les échanges tout à l'heure avec Sylvie Matelli. Ça vous ferait du bien, vous, baisser ? Ça ferait du bien à toute l'industrie, et puis ça ferait du bien. On paye effectivement la CVAE sur la valeur ajoutée. En fait, c'était la réforme de l'ancienne taxe professionnelle. Oui, c'est ça. Dont on disait qu'elle était un peu exagérée, et on l'a remplacée par 3 impôts, en fait, qui, au total, arrivent à peu près au même résultat. Ouais. Donc, la CVAE sur la valeur ajoutée, la taxe sur l'outil de production, la CFE, et puis, bien pire, la C3S, qui est sur le chiffre d'affaires. Et quand on a payé tout ça, on n'a pas encore payé les prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, et j'en passe. Mais il y en a qui disent que c'est des cadeaux qu'on va faire aux entreprises. Si vous n'aviez pas à payer ces impôts de production, qu'est-ce que vous feriez de cet argent ? Alors, je crois qu'il faut quand même regarder l'économie de l'industrie française telle qu'elle est. Regarder les rendements des entreprises françaises et pour s'apercevoir que certaines ne sont pas toutes préparées à affronter l'épreuve qu'on traverse aujourd'hui. Et en particulier parce que leur rentabilité est trop faible. Et elle n'est pas seulement faible parce que les produits sont des produits de commodité ou parce que les marchés sont capricieux. Elle est aussi faible parce que le poids de la fiscalité est trop important. Vous discutez de tout ça avec vous avez des représentants syndicaux chez vous ? Oui, bien sûr. Vous en discutez, non ? Bon, à l'occasion, on en parle, on leur explique. Vous pouvez travailler à livre ouvert, vous pouvez leur expliquer, voilà, si je n'avais pas ça à payer, je pourrais investir dans tel ou tel domaine ou créer tant d'emplois. On est toujours très transparent. On est toujours très transparent avec nos comptes. D'ailleurs, tout le monde peut les consulter et tout le monde peut les lire. Ils sont publiés et c'est vrai que ce poids est quand même quelque chose de difficile à supporter. Ça fait très longtemps que les entreprises demande une baisse de cette taxation. Et bien au-delà d'ailleurs de cette taxation, il y a aussi un problème de confiance entre le secteur public et le secteur privé. Il y a aussi un peu de défiance. Aujourd'hui, la taxe est une chose, mais le contrôle, la sanction derrière, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les directs, les DREAL, les agents de la finance publique, de l'administration, passent la porte des entreprises en disant on va coincer le tricheur. Et ça, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous dites de la concurrence quand vous payez des impôts de production et que vos voisins n'en payent pas ? Comment vous faites pour être compétitif ? Vous baissez vos marges ? Vous êtes plus imaginatif ? Vous proposez des services qu'ils ne proposent pas ? Vous savez, quand les 35 heures sont arrivées, ça a été un vrai sujet parce qu'au début des années 2000, on était dans une période de forte croissance. Et vous savez, les difficultés que ça a posées dans les entreprises et l'obligation que les entrepreneurs ont eue de s'organiser, d'être créatifs, de faire des gains de productivité. Et ils y sont parvenus.
Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Après, le sujet, c'est de savoir si ceux qui ont imposé ce système-là ont aussi trouvé la solution dans le secteur public, et je pense en particulier aux hôpitaux, qui finalement, depuis la réforme des 35 heures, n'a jamais réussi, franchement, à trouver son modèle et son cercle vertueux. Alors, deuxième sujet dans l'actualité des entreprises, le télétravail. Pourquoi je vous parle du télétravail aujourd'hui ? Parce que on apprend que c'est pas une immense découverte, que les clusters se trouvent souvent dans les entreprises. Enfin, il y a une espèce de logique, une logique physique. On se retrouve au même endroit pour travailler. Comment vous avez-vous traversé cette période dans votre usine d'Ambert, là, dans le département du Puy-de-Dôme? Vous n'êtes pas 1700. Combien êtes-vous ? On est 350. 350. Bon, c'est déjà beaucoup. Vous avez des usines aux États-Unis, vous en avez à d'autres endroits. Comment vous avez fait pour protéger les salariés et comment vous avez repris le boulot ? Alors, tout d'abord, c'était la priorité. Dès l'annonce du gouvernement des mesures de confinement, la première priorité que nous avons eue, ça a été la protection et la santé de nos salariés. Nous avons fermé 11 usines sur 15 et mis en place toutes les mesures barrières. Ensuite, nous avons regardé nos points morts, parce que ça, c'est de voir combien de temps on peut tenir avec des usines fermées ou qui vont réouvrir partiellement. Nos points morts, c'est le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel on ne peut plus couvrir les charges incompressibles. Et c'était absolument nécessaire de les regarder par usine et par activité. Donc vous avez fait ce diagnostic ? On a fait ça. Ensuite, on a mis en place effectivement le télétravail. Dès les mesures de confinement, on l'a mis en place pour environ 90 personnes sur 1700. Le nombre est relatif. On est dans l'industrie manufacturière. On n'est pas dans les services. On n'est pas dans le secteur bancaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous mettez personne derrière les machines, elles s'arrêtent. Donc, on a pu mettre un certain nombre de personnes avec des liaisons VPN en télétravail chez eux, ce qui suppose... Virtual Private Network, je traduis toujours, et c'est un réseau protégé. Voilà. C'est un réseau informatique protégé. Ça suppose, et ce n'était pas forcément le cas dans les petites PME, que toutes les données soient accessibles et elles soient toutes digitalisées. La bonne donnée, la bonne personne au bon moment. Parce qu'il n'y a pas la collègue dans le bureau d'à côté à qui on peut dire « Tiens, tu n'as pas le dossier machin ou le dossier truc ». Donc, nous, on était prêts à ça, parce qu'on a digitalisé nos données depuis près de 20 ans et on continue. En revanche, moi, je suis favorable au télétravail à deux conditions. La première, c'est que ça soit un télétravail partiel, parce que je pense que dans l'industrie, pour nous, on ne peut pas se passer du contact avec les gens de terrain, avec les équipes de terrain, avec les ateliers, avec les laboratoires, avec les équipes méthodes, les équipes projets. Je pense que c'est envisageable 2-3 jours par semaine. Et la deuxième condition, mais je crois que là, certains y travaillent, c'est que la relation avec le salarié soit chartée. C'est-à-dire qu'on définisse des règles, soit il a l'accès à la fibre, soit il a un bureau isolé. Et en fait, il y a un contrat de confiance qui se met en place entre le salarié en télétravail et son employeur. Mais en revanche, ça va repeupler les campagnes et je suis très attaché à ce que ma petite ville et ma vallée d'Ambert et tous les habitants que je salue retrouvent des habitants. Pour ne rien vous cacher, la petite équipe de Périscope a regardé quel était l'état de l'offre immobilière à cet endroit-là. Et on a découvert, Alexandre Métivier, qui travaille avec nous, a découvert que les agents immobiliers avaient beaucoup vendu cet été. Donc, c'est bien le signe qu'il y a une décompression. Alors, je ne sais pas d'où viennent les collaborateurs. Peut-être qu'ils viennent de Clermont-Ferrand, peut-être qu'ils viennent d'autres villes, métropoles. Beaucoup de villes Livradois-Forez. Beaucoup, déjà. Très bien. Donc, ça veut dire que effectivement, c'est une redistribution de l'échiquier immobilier. Comment vous traversez cette crise ? De quoi dépendez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Écoutez, moi, j'ai toujours été optimiste. Et c'est vrai que cette crise, elle crée un climat anxiogène. Alors forcément, on le sent au sein des entreprises, on le sent aussi chez nos clients. Tout ça ne favorise pas la consommation des ménages, l'investissement industriel et forcément, ni même les grands projets d'infrastructure. Et forcément, nous, on est derrière, on est fournisseur de deuxième rang. On va fournir des câbles et des produits qui vont aller rentrer dans les équipements des équipements. Moi, je suis optimiste, d'abord parce que cette crise, elle ne peut pas durer éternellement. Deuxièmement, parce que je pense qu'il y a des opportunités aussi à saisir.
une crise, c'est pas que des choses négatives. Nous, en plein cœur du Covid, on a fait des choix d'investissement importants. Dans quelle direction ? On a acheté des presses à injecter de 100 à 300 tonnes pour nos activités dispositifs médicaux, pour remplacer des presses hydrauliques qui sont très consommatrices d'énergie. On a fait des investissements sur des lignes d'extrusion. Et aussi, on a aussi regardé, parce que le marché est acheteur, faut le reconnaître aujourd'hui. Donc on a regardé auprès de nos fournisseurs ceux qui pouvaient nous consentir des conditions intéressantes sur certaines matières premières, et thermoplastique, élastomère ou métaux non ferreux. Alors, votre travail, c'est les caps de l'extrême. Vous êtes passé, en plusieurs générations, d'une entreprise début du XXe siècle, qui était l'industrie de la tresse. Tout le monde voit très bien ce qu'est un métier à tresser. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. Un métier à tresser. On voit très bien de quoi il s'agit. Vous en êtes arrivé au cap de l'extrême. C'est-à-dire vos câbles. Et là, il y a un choix stratégique que je voudrais commenter avec vous. Il y a le câble, le tout venant. Le câble, c'est peut-être le câble domestique, du téléphone, le câble de la cafetière qu'on a chez soi. J'imagine que les Chinois sont meilleurs que nous là-dessus. Je me trompe ? Vous vous trompez pas. Bon, donc le choix de l'industriel, c'est le choix du positionnement haut de gamme. C'est le choix de la vraie valeur ajoutée. Vous faites au fond ce que les autres ne savent pas faire ou ne peuvent pas faire parce qu'on y incorpore du génie humain, du génie technique, technologique. Vous faites quoi ? Du nucléaire ? Nucléaire, naval, ferroviaire, construction électrique, installation électrique dans les immeubles accueillant du public. On fait aussi beaucoup d'électromécanique, d'électroménager haut de gamme. On est présent dans le secteur médical aussi, soit à travers notre business unit qui fabrique des dispositifs médicaux, soit à travers aussi certains câbles qui sont utilisés dans le domaine médical et domaine médical de pointe. Il y a un moment où vous avez eu peur dans votre vie professionnelle ? J'y pense pas en réalité. Il y a un moment où j'ai eu les deux pieds dans la gadoue en me disant il faut que je m'en sorte. Mais vous en êtes sorti manifestement. Oui, toujours. Il y a toujours, en fait, il y a toujours un lendemain. Donc, il faut toujours regarder devant, regarder loin, et puis avancer, continuer d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec toute mon équipe, avec mon comité de direction, qui m'entoure. Vous avez un management. Je vous interromps là-dessus parce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que les collaborateurs puissent se rencontrer. L'entreprise, c'est un endroit où on vit et où on pense ensemble, en plus de travailler ensemble. Vous avez un management que j'ai vu assez horizontal, j'allais dire sans chichi. Ah oui. C'est pas vertical. Et ça marche comme ça. C'est matriciel. C'est-à-dire que tout le monde peut participer à un projet. Ouais. Et en réalité, il y a des talents dans toutes nos usines et dans toutes nos activités. Il y a des talents, des compétences. Et autant on a la structure pyramidale, production, commerce, méthode administrative tout à fait classique. Comme une entreprise industrielle. Mais en mode projet, on travaille en mode matriciel, c'est-à-dire qu'on mélange des talents sur des projets qui peuvent intéresser plusieurs de nos activités, plusieurs de nos usines. Et ça apporte une richesse qui plaît beaucoup. Mais c'est comme ça que Steve Jobs a rassemblé un jour autour d'une table des ingénieurs, des commerciaux, des designers, et il leur a dit, voilà, il y a un téléphone, il y a un iPod, ça sert à écouter de la musique, il y a un appareil photo, vous allez mettre tout ça dans le même truc. C'est comme ça qu'on a fabriqué cet appareil qui est aujourd'hui dans la poche de pratiquement tous les citoyens du monde. C'est comme ça donc qu'on avance en mélangeant les compétences. Alors juste pour la petite histoire, je suis la 5e génération de tresseurs. Effectivement, mes aïeux ont commencé avec le lacet de chaussures et des passementeries. Je suis la 2e génération de l'entreprise que je dirige, puisque mon père a déjà réutilisé ce savoir-faire familial dans les années 50 et l'a transformé, l'a orienté vers l'isolation électrique. Dites-moi, j'ai juste une question. Vous êtes passé d'une petite entreprise à une belle ETI, profitable, qui continue de créer des emplois et des emplois haut de gamme. Comment vous avez financé votre croissance ? Écoutez, on a eu la chance, et tous les Auvergnats vous le diront, avant de faire une dépense, on regarde ce qu'on a dans le portefeuille. Et s'il y a assez, on dépense ce qu'il y a dedans et on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. On a réussi à être autosuffisant. À 95%, on a une bonne capacité d'autofinancement et on a financé notre croissance interne comme notre croissance externe sur fonds propres. Autre question, comment faites-vous pour attirer des talents, des ingénieurs, de très bons commerciaux, de très bons ouvriers à Ambert ? C'est très agréable, c'est un très joli pays, c'est une vallée, mais ceux qui
aiment les villes, les grandes villes sont quand même assez loin. Alors, le recrutement, c'est un vrai sujet. Ouais. Moi, j'ai 2 certitudes sur ce sujet-là. La première, c'est que c'est pas plus facile de recruter quand on est au centre de Lyon, de Rouen ou de Paris que quand on est au fin fond des montagnes d'Auvergnate ou des Pyrénées. Ça, c'est une certitude. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, j'ai commencé à recruter à Ambert et on m'opposait toujours cette difficulté. On me disait, voilà, Ambert, vous comprenez, l'employabilité du conjoint, c'est un sujet, et c'est un sujet bien... Le logement, etc. Voilà. Et puis je me suis aperçu, quand on a déployé des activités dans d'autres départements, à proximité des villes, et puis dans d'autres pays, on s'est aperçu que les difficultés étaient exactement les mêmes. En réalité, c'est que les recruteurs sont de plus en plus exigeants, et les collaborateurs sont de plus en plus exigeants dans leur recherche d'emploi. Mmh. Donc forcément, le point de recoupement qui permet de co-contracter, il s'amenuise. Mmh. Alors, ça vient d'où ? Ça vient du changement des mentalités. Aujourd'hui, un jeune qui cherche du travail, il ne cherche pas forcément une carrière, il cherche une expérience. Alors, pour nous, c'est difficile de l'appréhender, mais il faut qu'on fasse avec. C'est-à-dire qu'on va le former, on va le faire grandir chez nous. C'est tout ça, ça va coûter cher. Et puis au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour X ou Y raison, il va vouloir nous quitter. Croyez bien que les meilleurs, on fait tout pour les garder. Comment vous faites ? Vous les tirez par la manche ? Vous leur donnez un petit peu plus d'argent ? Vous les intéressez ? Alors, la réalité, c'est que notre groupe aujourd'hui offre des possibilités d'évolution et des possibilités de mobilité. C'est une nouveauté par rapport à il y a 35 ans quand j'ai commencé de travailler. Ouais. Et donc, on a pu profiter à de nombreuses occasions de cette proposition de mobilité, rapprochement familial, etc. Et puis après, il y a effectivement le package qui contribue à conserver un collaborateur. Jusqu'à présent, voilà, on a réussi. Mais la deuxième certitude, je vous ai parlé de 2 certitudes que j'avais. La deuxième, c'est qu'il faut déployer, pour trouver des collaborateurs, la même énergie que pour trouver des nouveaux clients. C'est-à-dire qu'il faut quasiment être en mode commerce, marketing. Il faut séduire, il faut préparer, il faut accueillir, il faut former. L'intégration de nouveaux salariés est importante. La manière dont on le reçoit et dont on constitue son dossier de recrutement, les gens qu'il va rencontrer sont importants. Il faut vraiment que les 2 se rencontrent. Merci beaucoup Xavier. C'était passionnant. La parole d'un homme de terrain. Ceux qui font l'industrie française au quotidien sont toujours les bienvenus. Si vous m'autorisez, je voudrais saluer toutes mes collaboratrices et collaborateurs parce qu'ils ont été formidables pendant toute cette période difficile que nous vivons. Ils ont été tout à fait exemplaires et c'est une vraie fierté de travailler avec eux tous. Et puis je voudrais saluer mes amis Ambertois et Auvergnats. Allez, vive l'Auvergne. Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne. Vous connaissez ce petit panneau, hein ? Il est dans les monts du Livradois. À demain pour un nouveau numéro de Périscope en direct. Merci. Au revoir.